Bonjour à tous. Merci beaucoup Françoise pour l'invitation à participer à ce cours. Aujourd'hui, on va parler du problème de la matière noire et des alternatives possibles à la matière noire, c'est-à-dire alternatives au modèle de matière noire qui est sous forme standard, c'est-à-dire sous forme de particules. Alors, quand on parle de la matière noire, eh bien, on peut se poser une question immédiatement qui est tout à fait évidente, puisque la matière noire, on ne la voit pas directement, mais on la voit par l'influence gravitationnelle qu'elle exerce sur la matière ordinaire, les étoiles, les galaxies. Et on peut donc se poser la question de savoir si réellement la matière noire est faite de particules, ou si il se pourrait que la matière noire, en fait, ou disons certains aspects de la matière noire, sont en fait une illusion qui est due au fait que nos lois fondamentales, certaines lois fondamentales, la loi de la gravitation en particulier, pourraient être modifiées. On a déjà eu dans l'histoire des sciences un exemple très intéressant d'une gravité modifiée. C'était quand Le Verrier, dans les années 1850, avait montré que le mouvement de la planète Mercure autour du Soleil avait certaines anomalies. L'orbite keplérienne de la planète Mercure avait une précession orbitale anormale, en plus de la précession qui était prévue par la théorie de Newton. Et pour expliquer cette précession anormale, Le Verrier avait supposé l'existence d'une planète, c'est-à-dire l'existence de matière noire, qu'il ne voyait pas, mais qu'on aurait vu uniquement par ses effets sur le mouvement de Mercure, une planète qu'il avait appelée Vulcain et qui aurait été située entre Mercure et le Soleil. Mais finalement, ce n'était pas de la matière noire, ce n'était pas une planète, les astronomes ne l'ont jamais observé, cette planète, et finalement, c'était une gravité modifiée. Il fallait modifier la théorie de Newton avec des corrections relativistes, et ça a été l'un des grands succès initiaux de la relativité générale. Alors, pour ce problème de la matière noire maintenant en cosmologie, en fait, il se trouve qu'on a une base observationnelle assez solide pour suggérer que, effectivement, la matière noire, ou certains aspects de la matière noire, pourraient être dus à une modification des lois. C'est Milgrom qui, il y a plus de 30 ans maintenant, a proposé une formule empirique qui permet d'expliquer un certain nombre d'observations de la matière noire au niveau des galaxies et qui suggère qu'effectivement, on est en présence d'une modification des lois pour la physique des galaxies, c'est-à-dire pour les halos de matière noire autour des galaxies. Alors, cette formule s'appelle la formule monde pour Modified Newtonian Dynamics, mais le nom est peut-être un petit peu regrettable parce que le nom indique déjà une solution au problème, comme quoi il faut modifier la loi de la gravitation. Quelquefois, on dit que, disons, cette motivation pour des alternatives à la matière noire, c'est en fait parce qu'on souhaite avoir, disons, se débarrasser de la matière noire et avoir une théorie de la gravitation modifiée qui pourrait remplacer la relativité générale plus la matière noire. Mais en fait, comme on va le voir, la motivation de ces approches alternatives, c'est purement d'ajuster les données. On a des observations très précises, des faits observationnels que l'on cherche qu'on cherche à rendre compte. Alors, dans cet exposé, je vais commencer par faire des rappels sur la phénoménologie de la matière noire. Donc, beaucoup de choses vont se recouper avec ce qu'a déjà dit François, notamment dans sa leçon inaugurale, et probablement ce qui fera l'objet de cours ultérieurs et d'autres séminaires dans le cours de Françoise. Et puis ensuite, on fera, disons, on passera à des travaux de recherche actuels avec ce qui a été proposé pour modifier la gravitation, pour expliquer ces aspects de la matière noire au niveau des galaxies. Et puis, on parlera aussi de modèles différents qui supposent une modification de la matière noire elle-même, avec ou sans modification de notre loi de la gravitation. Alors, je rappelle que
la matière noire, il y a beaucoup d'évidences en astrophysique pour la matière noire. La première mention de matière noire a été par l'astronome hollandais Oort, qui a suggéré que quand on fait la somme de toutes les masses des étoiles dans le voisinage du système solaire, eh bien, on n'a pas assez de matière pour expliquer le mouvement vertical des étoiles dans le plan de la Voie lactée. À l'heure actuelle, cette motivation a un petit peu disparu, mais je veux mentionner qu'il y a le satellite européen Gaia qui va permettre de reconsidérer ce problème de façon très précise. Donc ça sera très intéressant dans les années qui vont suivre. Zwicky a été le premier dans les années 30 à montrer que dans les amas de galaxies, eh bien, la vitesse des galaxies dans les amas, la vitesse de dispersion des galaxies dans les amas était beaucoup trop grande pour que les amas de galaxies restent en fait liés gravitationnellement pendant très longtemps, pendant essentiellement un temps de Hubble. À l'époque, Zwicky a argumenté beaucoup avec ses collègues, mais n'a pas réussi à convaincre beaucoup ses collègues. Et le problème a dû attendre encore longtemps avant qu'il y ait d'autres suggestions, notamment par Oestreicher et Peebles, qui ont montré que, en fait, pour expliquer les galaxies spirales telles qu'on les voit, les galaxies spirales qui sont en fait sujettes à des instabilités, et Françoise l'avait déjà mentionné dans un cours précédent, eh bien, il faudrait immerger la galaxie dans un énorme halo de matière noire, de façon à le stabiliser et à expliquer les observations. Mais c'est Bosma et Rubin qui ont observé qu'effectivement, les courbes de rotation des galaxies spirales eh bien, sont en fait pratiquement plates, c'est-à-dire que la vitesse est indépendante de la distance au centre, et c'est une indication très forte, totalement impeccable de la présence de matière noire. C'est évidemment contraire à la prédiction newtonienne basée sur la seule matière baryonique visible. Les courbes de rotation, on a eu un cours de Françoise déjà la semaine dernière. Si c'est donc on a la vitesse de rotation des étoiles dans la galaxie sur une orbite, disons, circulaire, si on essaye de chercher quelle devrait être la vitesse produite par les étoiles et le gaz dans la galaxie que l'on voit, eh bien, on voit évidemment une courbe qui n'est absolument pas en accord avec les observations. C'est une décroissance en 1 sur racine de R essentiellement keplérienne, tout au moins au-delà du disque optique de la galaxie. Et ce qu'on voit, par exemple observé par Vera Rubin, c'est qu'en fait, la courbe de rotation est plate. Elle ne dépend pas, la vitesse circulaire des étoiles ne dépend pas de la distance au centre. Il faut donc invoquer un énorme halo de matière noire et dont la masse va croître essentiellement comme la distance au centre, avec une densité qui va décroître comme 1 sur la distance carrée au centre. De nos jours, on a un modèle cosmologique extrêmement performant qui s'appelle lambda CDM, lambda Cold Dark Matter. Ce modèle explique la différence de masse observée dans les amas de galaxies entre la masse qui est induite par les mouvements des galaxies dans les amas de galaxies et la masse visible baryonique. Et cette différence, eh bien, simplement, on l'explique en incluant dans le modèle une composante importante de matière noire froide, Cold Dark Matter. Et donc ça nous rend compte des observations qu'avait faites Zwicky à l'origine. Et comme l'a montré tout à l'heure Françoise, cette matière noire eh bien, est extrêmement importante pour la formation des grandes structures dans l'univers. Toutes ces grandes structures, les amas de galaxies, les filaments qui relient tous les amas de galaxies, ne sont possibles à expliquer que si donc on les explique par l'effondrement gravitationnel de la matière, des baryons, mais il faut avoir des puits de potentiel gravitationnel très importants pour expliquer ces grandes structures, et ces puits de potentiel sont fournis par effectivement une énorme composante de matière noire. On explique aussi l'expansion accélérée de l'univers à l'aide de la constante cosmologique grand lambda, et je vais revenir un petit peu là-dessus dans quelques transparents, et aussi, surtout, on explique le spectre d'anisotropie du fond diffus cosmologique, le CMB. Alors, c'est ce que Françoise nous a montré tout à l'heure. Quand on regarde ce fond cosmologique qui a été produit à peu près
400 000 ans après le Big Bang, à une époque où l'univers avait une température de l'ordre de quelques milliers de degrés. Cette température du rayonnement s'est refroidie à cause de l'expansion et atteint maintenant à peu près 3 degrés Kelvin. Et voici la carte du ciel observée par le satellite Planck. On voit que cette température est presque uniforme, à des petites fluctuations près, de l'ordre de 10-5. Et si on fait l'analyse de ces perturbations en fonction de l'échelle de la perturbation, eh bien, on voit ces pics acoustiques que nous a expliqué Françoise tout à l'heure. Et sans rentrer dans les détails, eh bien, je mentionne que la position, ou plutôt la hauteur de ce troisième pic, eh bien, est une indication directe de la présence de matière noire à grande échelle, et cette matière noire est sous forme de particules, essentiellement sans interaction, c'est-à-dire un fluide parfait sans pression. Le modèle marche extrêmement bien pour ajuster toutes les observations qu'on connaît en cosmologie, mais il pose bien sûr le problème des constituants fondamentaux de l'univers. On ne sait pas ce que c'est que cette particule de matière noire. Le modèle standard de la physique des particules, qui marche très bien dans les accélérateurs de particules, ne prévoit pas cette particule. Donc il faut aller à des extensions du modèle standard de la physique des particules pour avoir des bons candidats. Et il y a certaines extensions du modèle standard de la physique des particules qui sont très bien motivées d'un point de vue de physique théorique et qui fournissent des très bons candidats, mais évidemment, ces candidats restent à découvrir. Et puis d'autre part, l'expansion accélérée de l'univers, qui est modélisée par une constante cosmologique dans ce modèle, lambda, eh bien, on n'explique pas cette constante cosmologique. On n'explique pas en fait sa valeur observée, qui est extrêmement petite au regard de ce que l'on pourrait prédire par de la physique fondamentale, disons de la physique de la théorie des champs, qui est appliquée au champ gravitationnel. Eh bien, cette constante est beaucoup trop petite pour être expliquée. Le modèle de matière noire, donc c'est une particule. On a des très bons candidats si on étend le modèle actuel de la physique des particules. Et je voudrais vous indiquer quelle est la motivation pour cette particule. On imagine qu'on a des particules massives qui sont produites dans l'univers primordial et que ces particules sont produites dans un état d'équilibre. Elles sont initialement en équilibre thermique avec la matière ordinaire. Il y a constamment des annihilations de ces particules en matière ordinaire et des créations de paires de ces particules à partir par exemple de photons, de matière ordinaire. Et ceci permet de garder l'équilibre thermique tant que la température de l'univers est supérieure à la masse de ces particules. Et puis à un moment, au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, la température chute en dessous de la masse de ces particules, et on peut montrer qu'à ce moment-là, il reste une densité qu'on appelle densité relique pour ces particules, et cette densité relique, on peut la calculer, et elle est proportionnelle à la masse, elle dépend de la masse de ces particules. Et alors, le fait très intéressant, c'est que si on suppose que cette particule a une masse qui est de l'ordre de la masse liée à l'énergie électrofaible, qui est une transition, qui est une échelle d'énergie extrêmement importante en physique des particules, c'est celle à laquelle les forces électromagnétiques et les interactions faibles sont unifiées, et c'est une échelle de l'ordre de 100 GeV qui est accessible dans les accélérateurs de particules comme le LHC. Eh bien, on voit que la densité rapportée à la densité de fermeture de l'univers est de l'ordre de 0,1. Et donc ça, c'est tout à fait en accord avec la fraction qu'on attend pour la matière noire. Donc ça nous donne une motivation très importante pour ces modèles. C'est des modèles, c'est ce qu'on appelle le miracle des WIMP, WIMP pour Weakly Interacting Massive Particle, qui est le candidat le plus intéressant pour la matière noire dans le modèle standard. Alors par contre, quand on extrapole le modèle standard très bien vérifié en cosmologie à des échelles plus petites, à l'échelle des galaxies, eh bien, ce modèle, en fait, fait face à de sérieux défis qui sont de beaucoup de types. Alors, donc ça, il y a beaucoup de littérature qui discute tous ces problèmes. Françoise va probablement en parler dans les cours ultérieurs. Benoît Famaé fera un séminaire aussi où il donnera beaucoup de détails là-dessus probablement. Il y a des problèmes
qui sont en fait de deux types. Il y a des prédictions du modèle standard qui ne sont pas observées, et puis il y a des observations qui ne sont pas prédites, dont le modèle standard ne rend pas compte. Alors, parmi les prédictions qui sont non observées, eh bien, il y a le problème que mentionnait François tout à l'heure, le fait qu'il y a énormément de satellites qui sont formés autour des grandes galaxies. Il y a le problème de la corrélation des galaxies satellites autour des galaxies, de petites galaxies satellites autour des grosses galaxies. C'était ce que nous a expliqué il y a 15 jours Roberto Ibata. Il y a le fait que la matière noire a tendance à trop se concentrer au centre des galaxies. Il y a la formation d'un pic de densité de matière noire au centre des galaxies, alors que les courbes de rotation favorisent plutôt un profil de densité plat au centre des galaxies. Il y a le problème des galaxies naines de marée, que je ne vais pas discuter ici, mais on en discutera probablement dans les cours suivants. Et plus grave encore, il y a les observations qui ne sont pas prédites par le modèle standard. Je vais essayer de les passer un tout petit peu plus en revue, mais déjà pour vous dire que tous ces problèmes sont résolus, entre guillemets, mystérieusement, et j'ai marqué ici avec quelquefois un succès incroyable, par la formule empirique de Monde. Alors je préfère rajouter des guillemets parce que Monde n'est pas une théorie, c'est une formule empirique, et on n'explique pas d'un point de vue de physique fondamentale la formule Monde. Alors là, probablement la mère de tous ces problèmes est la corrélation, qu'on appelle quelquefois loi de Milgrom, entre la présence de matière noire et l'accélération. C'est quelque chose de très étonnant. Si vous considérez, par exemple dans des galaxies, le rapport entre la vitesse observée des baryons, c'est-à-dire des étoiles autour du centre galactique, et la vitesse qui serait prédite par la distribution de masse observée, le gaz et les étoiles dans la galaxie, vous trouvez un désaccord, c'est exactement la matière noire. On pourrait essayer de se dire que si cette matière noire, en fait, c'est le résultat d'une modification des lois, il devrait y avoir une corrélation de cette matière noire en fonction de la taille des objets, mais ça ne marche pas du tout. Si vous considérez la matière noire en fonction de la taille des objets, eh bien, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune corrélation. C'est-à-dire qu'il y a des grosses galaxies, très grosses galaxies, qui vont ne pas avoir du tout de matière noire. Il y en a d'autres qui vont avoir énormément de matière noire. Par contre, il y aura des petites galaxies qui seront dominées par la matière noire et d'autres qui seront complètement vides de matière noire. Mais maintenant, si vous considérez la présence de matière noire en fonction non pas de la distance, de la taille de l'objet, mais de l'échelle d'accélération, ou ce qui revient au même du champ de gravitation lui-même, eh bien vous vous apercevez d'une corrélation très très forte. Et on voit à ce moment-là très clairement que la présence de matière noire intervient à des échelles d'accélération qui sont plus petites qu'une valeur critique que vous mesurez avec vos données, qui est de l'ordre d'accélération, qui est de l'ordre de 10-10 mètres par seconde carré. Vous pouvez faire ça, si vous voulez, aussi, non pas avec l'accélération, mais avec le champ de gravitation, et on obtient évidemment la même corrélation. Donc il y a une présence d'une constante d'accélération, qu'on appelle A0, qui vaut 10-10 mètres par seconde carré, dans ces données, et ça se voit encore mieux à l'aide de la relation de Tooley-Fisher, qui relie la vitesse de rotation des galaxies à la masse baryonique des galaxies, la masse que l'on observe. En fait, cette relation avait été introduite par trouvée par Tooley et Fisher initialement comme une relation entre la vitesse de rotation des galaxies et leur luminosité, mais Stacy McGough a montré qu'en fait une corrélation plus fondamentale, probablement, est entre la vitesse et la masse des galaxies. Donc il faut prendre en compte le rapport masse sur luminosité des galaxies pour corriger cette loi de Tooley-Fisher et en faire une corrélation qu'on appelle maintenant la loi de Tooley-Fisher baryonique. Donc on peut mesurer une constante A0 qui est la même que précédemment à partir de cette relation. Et on trouve que cette constante en fait, est très proche de valeurs cosmologiques. Si on prend la constante cosmologique, observée, lambda, on peut définir une échelle d'accélération à partir de cette constante cosmologique, et il se trouve qu'elle est très proche, cette accélération, de l'accélération A0.
Donc c'est quelque chose qui est étonnant. On ne s'attend pas à ce que la constante cosmologique qui décrit l'énergie noire se retrouve dans des observations qui sont liées aux amas de galaxies, enfin, au halo de matière noire dans les galaxies. Donc c'est une corrélation qui est mystérieuse, qui pourrait être aussi une simple coïncidence. D'un autre côté, le modèle lambda cold dark matter fait une prédiction pour cette loi qui n'est pas correcte. Ici, voici une prédiction naïve de lambda CDM, mais ça ne signifie pas que lambda CDM est exclu par ces observations, parce que, en fait, lambda CDM, là c'est une prédiction purement naïve de lambda CDM, qui peut être quand même réconciliée avec les observations de la loi de Tully-Fisher de la façon suivante. Ici, on a la prédiction lambda CDM naïve, si vous voulez, qui en fait est une loi, avec une pente de 3, alors que la loi observée est une pente de 4. Vous voyez, c'est cette puissance 1 quart qui est là dans ce fit, dans cet ajustement des données à l'aide de cette constante d'accélération. Et vous pouvez travailler plus, avoir un modèle moins naïf pour la formation des galaxies dans le cas de lambda cold dark matter. Vous allez imaginer que votre galaxie est formée par exemple à un redshift de l'ordre de z égale 10, par exemple, à l'époque de la rayonisation. Et puis vous allez prendre en compte le milieu intergalactique à l'époque, sa température, etc. Vous allez avoir un modèle avec des paramètres, et puis vous arrivez à avoir une meilleure courbe, moins naïve pour la formation prenant en compte la formation des galaxies. Ça ne suffit toujours pas, et à ce moment-là, vous pouvez prendre en compte des effets qui sont liés à la physique des baryons, c'est ce que mentionnait Françoise tout à l'heure. Vous pouvez, notamment dans cet article de Silk et Mamon, eh bien, vous pouvez invoquer des explosions de supernovas dans les galaxies qui viennent de se former, qui expulsent une grosse partie de la matière noire et qui finalement réconcilient les données. Et donc voici par exemple un ajustement qui a été fait en ajustant des paramètres dans le cadre de ces mécanismes de rétroaction qui sont en jeu et qui prennent en compte la physique baryonique dans les simulations. D'un autre côté, nous avons aussi, ça c'était pour les galaxies spirales, nous avons aussi les galaxies irrégulières et les galaxies elliptiques, et on observe de nouveau cette loi qui a été aussi discutée dans les cours précédents, où là nous avons les grosses galaxies elliptiques, et puis là nous avons des naines qui sont en orbite autour de notre galaxie, la Voie lactée, et autour de la galaxie d'Andromède, et on observe de nouveau cette même corrélation avec une pente de façon un peu moins précise, mais avec une pente toujours de 4. Et puis, si on va à très grande échelle, on a une figure que j'aime bien, qui est qu'on retrouve là cette pente de 4, les galaxies naines, les galaxies spirales, les grosses galaxies elliptiques, et puis là, on a, en agrandissant encore, on a les groupes de galaxies, et puis on a les amas de galaxies. Et on voit que si la pente de 4 est favorisée à petite échelle, au niveau des galaxies, eh bien, à grande échelle, il semble, à partir de l'échelle des amas de galaxies, il semble qu'en fait, la pente de 3, qui est la prédiction lambda cold dark matter, soit favorisée par contre. Donc, on semble avoir deux régimes pour la matière noire, peut-être une modification des lois dans le régime à petite échelle, et le modèle standard fait de particules à grande échelle, à partir de l'échelle des amas de galaxies. Dans les amas de galaxies, on sait ça depuis très longtemps, depuis en fait les travaux de Gerbal et Duret. Françoise Duret nous a fait le séminaire la semaine dernière, qu'il y a un problème au niveau des amas de galaxies. Si on applique la loi de Newton au niveau des galaxies, eh bien, comme Zwicky, on trouve qu'il y a un problème. La masse est de l'ordre de 4 à 5 fois la masse, le désaccord en masse est de l'ordre de 4 à 5. Si on utilise monde, eh bien on voit qu'il y a encore un problème, c'est un peu mieux, mais il y a quand même un problème, on n'arrive pas à expliquer à peu près 2 fois la matière visible qui reste sous forme de matière noire que l'on n'arrive pas à expliquer à l'aide de monde. Donc ça confirme cette espèce de transition à l'échelle des amas de galaxies. Et puis on avait vu qu'en encore plus grande échelle, en cosmologie, eh bien, c'est lambda CDM qui est apparemment, qui nous indique clairement la présence de particules à très grande échelle. Alors, tout ça, ce sont des motivations
suffisante pour tenter d'avoir des alternatives. Et donc là, on arrive dans des travaux de recherche actuels. Et je vais d'abord vous faire un petit panorama des théories de gravité modifiée qui ont été proposées. Donc ce sont des théories de la gravitation modifiée sans matière noire. On va essayer de se dire, peut-on remplacer réellement la relativité générale plus la matière noire par une seule théorie de gravitation modifiée. Modifier la gravitation, ça veut dire modifier notre théorie de la gravitation, qui est bien sûr la relativité générale, dont on fête le centenaire cette année. Dans cette théorie, je vais essayer de vous indiquer quelques théories. Vous allez voir, c'est très simple. Pour écrire une théorie, eh bien, il suffit d'écrire une ligne. Il suffit d'écrire en fait une expression pour ce qu'on appelle l'action. La théorie va toujours satisfaire un principe d'action, un principe de moindre action. On va écrire une formule qui va nous donner cette action comme une fonction des champs de la théorie. Il va y avoir le champ de gravitation et puis il va y avoir aussi les champs de matière. Et puis en variant cette action par rapport à tous les champs, on va obtenir toutes les équations de la théorie. Donc, toutes les théories se ramènent à l'écriture en fait, d'une action. Dans le cas de la relativité générale, on va avoir l'action pour le champ de gravitation, qui est ce qu'on appelle l'action de Einstein-Hilbert. Il y a une constante de couplage qui est liée à la constante gravitationnelle grand G, la constante de Newton, la vitesse de la lumière que vous reconnaissez ici. Et puis, cette action est définie purement géométriquement. La relativité générale c'est une théorie géométrique pour le champ de gravitation. Le champ de gravitation, c'est une manifestation de la courbure de l'espace-temps. Et la courbure intervient ici. C'est le scalaire de courbure qui vient de la courbure de Riemann de l'espace-temps. Et on a aussi la matière. Donc, par exemple, on va avoir un fluide de matière avec une densité ρ et une vitesse v. Quand Einstein a introduit la relativité générale, il était bien conscient que physiquement, si on faisait une théorie géométrique en utilisant la courbure riemannienne, eh bien, on allait avoir la bonne physique, c'est-à-dire qu'on allait retrouver dans la limite non relativiste dans laquelle les vitesses des particules sont petites par rapport à la vitesse de la lumière, on allait retrouver la théorie de Newton. Et donc, on allait retrouver tous les succès de la théorie de Newton, tous les grands succès en mécanique céleste, notamment je sais pas, la découverte de Neptune par les perturbations d'Uranus, par le Verrier, etc. Et tout ce qu'on sait sur la mécanique céleste dans le système solaire allait rester valable. Et quand, donc, dans cette limite non relativiste, eh bien, on retrouve la théorie de Newton, c'est-à-dire l'équation de Poisson pour le potentiel gravitationnel U, qui est engendré donc, par la distribution de matière ρ, qui est là dans le deuxième terme de cette action pour la relativité générale. Alors, je voulais juste refaire un petit retour sur le modèle standard lambda cold dark matter. Comment est-il décrit? Eh bien, il est basé sur la relativité générale. On va supposer que l'énergie noire que l'on observe est sous la forme la plus simple que l'on puisse imaginer, c'est-à-dire c'est simplement une constante lambda, et on la rajoute au terme, vous voyez, au scalaire de courbure dans l'action d'Einstein-Hilbert, c'est simplement une constante qui est rajoutée là. Et puis on va avoir nos baryons, c'est-à-dire les atomes qui sont là, et puis la matière noire, eh bien on va la mettre là, on va la mettre sous la forme, on va rajouter un terme d'action qui ressemblera tout à fait au terme pour les baryons et qui nous décrira cette matière noire froide faite de particules essentiellement sans pression, sans interaction. Alors, dans les modèles de gravité modifiée, eh bien, on va vouloir partir d'une modification de la relativité générale de façon à ce que, dans la limite non relativiste, on retrouve non pas la formule de Newton, mais on retrouve une autre formule qui est celle proposée par Milgrom. Alors, cette formule eh bien, est une modification de l'équation de Poisson pour le champ gravitationnel. Et cette modification eh bien, apparaît dans l'introduction d'une fonction dans le membre de gauche de cette équation, qui va être une fonction du champ gravitationnel petit g, newtonien, tout ça c'est non relativiste, newtonien, divisé par la constante d'accélération A0 qu'on avait vue présente dans les données de tout à l'heure. Et dans le membre de droite, on va avoir la matière ordinaire, c'est-à-dire les baryons. Pour retrouver l'équation de Poisson dans le régime où
de forte accélération, on avait vu qu'il n'y a pas de matière noire dans ce régime-là, eh bien, il faut que cette fonction arbitraire redonne 1 quand le champ de gravitation petit g est très supérieur à la constante d'accélération à 0. Mais par contre, en régime purement monde, de très faible accélération, g très inférieur à 0, eh bien, cette fonction doit avoir un autre comportement, et Milgrom, Motim Milgrom, a montré qu'il fallait que cette fonction soit linéaire dans son argument, g sur A0. Donc ça fait une modification qui paraît, d'un point de vue de physique théorique, extrêmement étrange et en tout cas pas du tout motivée par de la physique fondamentale. Et ça marche très bien. Alors, on va essayer de modifier la relativité générale en rajoutant des champs, et on va s'arranger pour que dans la limite non relativiste, la présence de ces champs nouveaux nous modifie la limite non relativiste, et de façon à ce qu'on aboutisse à la formule monde dans cette limite. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser le formalisme très bien connu des théories tenseurs scalaires, où on rajoute au champ gravitationnel de la relativité générale, c'est-à-dire la métrique de l'espace-temps, qui est un champ tensoriel à 2 indices, qui est la métrique de l'espace-temps. On va rajouter un champ scalaire. C'est le champ le plus simple que l'on puisse imaginer. Celui-là, il n'a pas d'indice. Et dans le cadre de ces théories tenseurs scalaires, eh bien, il faut aussi spécifier comment la matière va se coupler à ce champ scalaire et à la métrique. On va invoquer une métrique physique qui est ressentie par tous les champs de matière, de façon à garder une idée très très importante en relativité générale, qui est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Toutes les formes de matière se propagent, ont des équations du mouvement qui sont les mêmes indépendamment de ce type de matière. C'est le principe d'équivalence qui est extrêmement bien testé par les expériences. Et on peut rajouter ici, dans la relation entre la métrique qui est introduite dans l'action, la métrique d'Einstein, et la métrique physique, on peut rajouter une contribution du champ scalaire. Mais on va vouloir avoir la fonction monde à la fin dans notre limite non relativiste, et là, il n'y a une seule façon de le faire, c'est d'introduire la fonction monde de façon complètement à la main dans l'action, en modifiant le terme cinétique pour le champ scalaire et en introduisant une fonction de ce champ scalaire à la main dans l'action. Donc c'est quelque chose qui n'est pas très, très esthétique, pas très joli, mais on ne sait pas faire mieux. Et à ce moment-là, on a une théorie qui reproduit monde dans la limite non relativiste, mais qui a quand même un grave problème, qui fait que cette théorie n'est pas viable, c'est que, en fait, quand une grande partie de la matière noire est observée, non pas dans les galaxies, mais dans les amas de galaxies, et on observe cette matière noire grâce à la déviation de la lumière. Et dans cette théorie, la lumière ne ressent pas du tout le champ scalaire qui est là. C'est à cause de la forme particulière de cette relation entre la métrique physique et la métrique d'Einstein. C'est une relation qu'on appelle conforme, et la lumière est totalement insensible à la présence du champ scalaire et donc ne voit pas la matière noire. Donc en fait, cette théorie n'est pas valable à cause de l'observation de matière noire dans les amas de galaxies. L'idée qu'a eue Bekenstein et aussi Sanders a été de modifier cette relation entre la métrique d'Einstein et la métrique physique en rajoutant d'autres termes. Et il a proposé qu'il y ait des termes en plus qui incluent un nouveau champ. Donc on va avoir le champ tensoriel, la métrique, un champ scalaire et un champ vectoriel, d'où le nom de théorie tenseur-vecteur-scalaire. Alors ça complique la théorie parce que, évidemment, ce champ V, on ne va pas vouloir le mettre complètement à la main, il va falloir qu'il obéisse, qu'il ait sa propre dynamique, qui est spécifiée en rajoutant des termes dans l'action, qui vont être des termes cinétiques pour ce nouveau champ vectoriel V. Et puis de plus, il va falloir que ce champ V ait une norme de 1, une norme unité, et donc on va rajouter un multiplicateur de Lagrange dans l'action, une contrainte de Lagrange pour forcer ce champ à avoir une norme unité. Et en fait, il va être du genre temps. À ce moment-là, eh bien, on a aussi une partie scalaire, exactement comme la théorie précédente, qui inclut une fonction arbitraire f qu'on va relier à la fonction monde. Et à ce moment-là, eh bien, on obtient une théorie monde relativiste.
qui retrouve bien la formule monde, qui n'a pas de problème pour la déviation de la lumière, donc qui retrouve bien la matière noire au niveau des amas de galaxies, mais malheureusement, cette théorie a des problèmes de stabilité, ça c'est lié à cette contrainte qu'on a dû rajouter dans l'action, et aussi cette théorie a des difficultés à reproduire les fluctuations du CMB en cosmologie. Néanmoins, la théorie TeVes de Bekenstein et Sanders a eu un gros impact dans la littérature parce qu'en fait, ça a été le premier exemple de théorie relativiste qui retrouvait la matière noire monde et puis au niveau des galaxies correctement, tout en ayant une modification de la relativité générale avec de nouveaux champs et donc une théorie purement de gravité modifiée. Il y a eu d'autres théories qui ont été proposées depuis. Une théorie qui a moins de soucis que la théorie TeVes et la théorie Einstein-Ether généralisée. Alors je vous donne juste l'idée en quelques mots. Ce sont des théories qui avaient été introduites par Jacobson il y a une quinzaine d'années, qui visaient à modéliser la phénoménologie de la violation de l'invariance de Lorentz qui serait produite par une théorie plus fondamentale à très grande énergie, au-delà de l'énergie de Planck, qui permettrait de décrire la gravitation sous forme quantique. Donc c'est motivé par la gravitation quantique, la relativité générale quantique, si vous voulez, une modification de la relativité due à des effets quantiques à très haute énergie, au-delà de l'échelle de Planck. Pour modéliser cette violation de l'invariance de Lorentz, il faut introduire un champ vectoriel qu'on appelle l'éther, et donc ce sont des théories dans lesquelles vous avez le champ métrique plus un vecteur. Un champ vectoriel. Il faut aussi introduire un multiplicateur de Lagrange, ce qui n'est pas une très bonne chose à faire dans ce type de théorie, comme on l'a signalé. Et puis, ce type de théorie eh bien, a été utilisé avec une motivation totalement différente pour la matière noire, en suggérant que le champ vectoriel qu'on introduit, l'éther, eh bien, il a un terme cinétique dans l'action, hein, et qu'en modifiant ce terme cinétique avec une fonction, eh bien, une fonction arbitraire, on peut de nouveau avoir une théorie monde relativiste. Donc ça a été une autre classe de théorie monde relativiste qui est intéressante. On peut simplifier ce type de théorie en supposant que le champ d'éther, qui est un champ vectoriel, eh bien, est ce qu'on appelle hypersurface orthogonale, c'est-à-dire que ce champ n, vous voyez, ça c'est un diagramme d'espace-temps, le temps s'écoule comme ça et l'espace dans cette direction, en supposant que ce champ vectoriel, qui est du genre temps, eh bien, est orthogonal à une famille d'hypersurfaces spatiales à 3 dimensions. Et ça nous simplifie beaucoup la vie parce qu'en fait, cette famille, vous pouvez l'étiqueter par un champ scalaire. Et comme c'est un étiquetage dans la direction du temps, on appelle ce champ scalaire un chronon. Et donc vous remplacez votre champ vectoriel par simplement un scalaire, le chronon. Et donc vous avez une théorie qui a 2 champs, le champ métrique et le chronon. L'avantage, c'est que vous vous débarrassez de la contrainte de Lagrange dans l'action, et donc vous n'avez plus éventuellement de problème de stabilité, tout au moins cela. Et en plus, si vous utilisez une coordonnée de temps qui est adaptée à votre chronon, c'est-à-dire vous allez supposer que vous choisissez un système de coordonnées qui est exactement dans la composante, la coordonnée de temps vaut exactement votre chronon, eh bien vous avez une théorie qui admet une formulation purement géométrique, comme la relativité générale, décrite à l'aide de variables purement géométriques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, une de celles-là est la métrique dans les hypersurfaces que vous avez introduites là, la métrique spatiale, et au prix d'une violation de l'invariance de Lorentz. Nous avions, avec Sylvain Marsat, utilisé une théorie de ce type-là pour construire une théorie monde. Parce qu'en fait, si vous avez un vecteur du genre temps, vous avez aussi une accélération associée à ce vecteur de genre temps. Vous avez une accélération qu'on peut définir à partir de la congruence des vecteurs de ces vecteurs du genre temps. Et cette accélération peut être utilisée pour avoir une théorie monde, puisque monde est effectivement une modification de la relativité générale dans un régime de faible accélération. Voici, en écrivant sur une ligne la théorie à laquelle on peut arriver. On va avoir quelque chose qui est purement géométrique, comme je l'ai dit,
dans des coordonnées adaptées. Là, c'est essentiellement la relativité générale. Et puis, on va introduire de nouveau une fonction arbitraire qu'on va relier à la fonction monde, de façon à retrouver monde en champ faible, en accélération faible. Et puis, on va s'arranger aussi pour retrouver la relativité générale plus une constante cosmologique en champ fort. Donc, c'est une théorie qui semble séduisante. Il n'y a pas de problème avec la déviation de la lumière. Il y a une violation apparente de l'invariance de Lorentz en champ faible, mais ça, c'est absolument pas du tout testable expérimentalement. Mais malheureusement, probablement, cette théorie n'a pas de cosmologie viable. C'est-à-dire que si vous continuez à avoir votre doctrine qu'il n'y a pas de matière noire, mais uniquement de la matière ordinaire, et donc ce qui fait la matière noire, c'est cette modification que vous avez apportée, eh bien, cette théorie ne fonctionne pas. Il n'y a pas probablement de cosmologie viable dans cette théorie. Alors, je voudrais faire une petite conclusion, tout d'abord, sur les gravités modifiées sans matière noire. Alors, ce sont des théories qui modifient la relativité générale, ce sont des théories généralement compliquées, on rajoute plusieurs champs, et notamment dans certaines de ces théories, on rajoute même une deuxième métrique, mais on verra que les théories bimétriques sont en fait tout à fait d'actualité actuellement. Il y a des termes cinétiques standards pour les nouveaux champs qui dépendent d'une fonction arbitraire qu'on relie à la fonction monde, donc ça, c'est pas très joli pour ces théories. Il n'y a pas d'explication physique pour l'origine de l'effet monde. Et puis, il y a des problèmes de stabilité, de temps en temps, pour certaines de ces théories. Et puis, génériquement, dans le cadre de ces théories, eh bien, on a des problèmes pour retrouver la cosmologie comme il faut. On retrouve éventuellement, dans certaines de ces théories, la matière noire en cosmologie au niveau de la métrique de fond, c'est-à-dire si on a un univers homogène et isotrope, une métrique de Friedmann-Lemaitre, on retrouve pour certaines de ces théories la matière noire, mais les perturbations de cette matière noire sont problématiques. On ne retrouve en général pas les anisotropies du fond diffus cosmologique que l'on observe en cosmologie. Alors, je voudrais terminer l'exposé en parlant d'un autre type de théories, qui sont des théories qu'on pourrait qualifier de matière noire modifiée. Ce sont donc des théories dans lesquelles il y a de la matière noire, dans lesquelles la gravitation est décrite par la relativité générale, ou éventuellement aussi, puisque en fait, ce qui nous intéresse, c'est uniquement d'ajuster les observations, motivées aussi par... il peut y avoir aussi une gravité modifiée dans ces cadres-là. Alors, ce type de théorie est motivé par une analogie qui est assez frappante entre la formule monde et la physique des diélectriques. Si on ouvre nos livres de physique élémentaire, d'électromagnétisme et d'électrostatique élémentaire, on apprend que l'équation de Gauss pour le champ électrique dans le vide eh bien, est en fait modifiée quand vous avez un champ qui est à l'intérieur dans un matériau, dans les matériaux dipolaires, dans les matériaux diélectriques. Dans ces matériaux, vous avez des atomes, et ces atomes ressentent le champ électrique, et les charges plus et les charges moins dans l'atome, le barycentre des charges plus qui est le noyau et le barycentre des charges moins qui est le nuage électronique autour des noyaux d'atomes, eh bien, va être déplacé, et il va y avoir apparition d'effets dipolaires. L'atome pourra être décrit par un dipôle électrique, et ce dipôle électrique va lui-même contribuer au champ électrique et va modifier le champ électrique. Eh bien, monde peut être vu exactement de la même façon. Monde représente en fait l'analogue gravitationnel de la modification du champ gravitationnel par des effets dipolaires, de polarisation, dus à un milieu hypothétique qu'on va bien sûr appeler le milieu de matière noire. Donc on peut réécrire l'équation monde sous la forme d'une équation de Poisson standard, mais dans laquelle on a un terme dipolaire qui va représenter la matière noire. Et si on fait ça, eh bien, la fonction monde peut être vue, réécrite comme 1 plus quelque chose qui est simplement l'analogue gravitationnel du coefficient de susceptibilité, analogue au coefficient de susceptibilité des milieux diélectriques. Et ça sera donc quelque chose qui va nous décrire ce milieu dipolaire de matière noire. Alors, avec Alexandre Letiec, qui était étudiant à l'IAP il y a quelques années, nous avions essayé d'implémenter cette analogie entre les champs
électriques dans les milieux diélectriques et mondes dans un cadre relativiste. Évidemment, l'analogie précédente pêche complètement parce que ce n'est pas du tout un modèle relativiste. Et nous avions proposé que la matière noire en fait, serait en fait, très semblable à la matière ordinaire, à la matière cold dark matter. Il y aurait une distribution de masse, mais que, en plus, cette matière noire eh bien, donc serait décrite comme en relativité générale par des particules suivant une trajectoire dans l'espace-temps, et puis qu'en plus, il y aurait un élément en plus, c'est un vecteur qu'on avait appelé le moment dipolaire, un vecteur du genre espace, qui se rajouterait à cette matière noire, qui serait porté par cette matière noire. Donc ça, c'est un modèle phénoménologique. On introduit ce champ dipolaire, on ne sait pas l'origine de ce champ, mais on essaye d'ajuster les observations avec ce champ. Et puis, nous avions proposé un principe d'action pour cette matière noire, sachant que tous les autres champs de matière, tous les baryons et puis toute la physique des particules étaient standards, et puis bien sûr on avait aussi la relativité générale standard. Donc on a un nouvel ingrédient dans notre matière noire, et puis on essaye d'ajuster les observations, et on utilise la polarisation qui va être la densité de ces moments dipolaires gravitationnels. Et puis on a un terme, la potentielle, qui dépend de cette polarisation. Alors nous avons joué avec ça, et on a surtout, la première chose que nous avons fait, c'était d'appliquer ce modèle à la cosmologie, puisque les théories de gravité modifiée pure sans matière noire n'arrivent pas bien à faire la cosmologie. Eh bien, nous avons appliqué ça à un espace cosmologique, une métrique de Friedmann-Lemaitre perturbée au premier ordre, et on a montré que cette matière noire reproduit exactement cold dark matter au premier ordre de perturbation cosmologique, et donc est en accord avec les fluctuations observées du fond diffus cosmologique. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Une nouvelle qui est un peu moins bonne, c'est que la phénoménologie monde, on arrive à la reproduire, mais au prix d'une hypothèse qu'on n'a pas pu vérifier, parce qu'il faut faire des simulations numériques lourdes dans le cadre de ce modèle, qui est une hypothèse selon laquelle la matière noire s'agrège en cosmologie moins fort, moins rapidement que la matière ordinaire. Mais si on accepte cette hypothèse, qui a été vérifiée uniquement dans des cas de symétrie sphérique et pour des champs statiques, eh bien, à ce moment-là, on retrouve la phénoménologie monde, et essentiellement, pour vous dire juste en un mot, la matière noire cosmologique, c'est la densité qu'on a introduite dans le modèle initialement, et ça, c'est exactement analogue à cold dark matter, donc ce n'est pas du tout étonnant que c'est la matière noire que l'on retrouve en cosmologie, mais qu'en plus, il y a un effet qui est lié à la polarisation et qui va jouer le rôle pour nous donner l'effet monde au niveau des galaxies. Une nouvelle qui est assez bonne dans ce type de modèle, c'est que la constante cosmologique eh bien, est à peu près en accord et du même ordre de grandeur que l'échelle d'accélération à zéro monde, et ce qui est bon parce que c'est en accord avec les observations, bien que nous ne connaissions pas, dans le cadre de ce modèle, le coefficient entre ces deux échelles, qui évidemment viendrait d'une théorie plus fondamentale derrière. Par contre, des mauvaises nouvelles, c'est que le modèle ne fournit pas de description microscopique de la matière noire. Le dipôle gravitationnel que nous avons introduit eh bien, n'est pas décrit en termes de particules. On voudrait que ce soit qu'il y ait des particules derrière, mais ça, on ne sait pas faire. Et d'autre part, on avait montré avec Alexandre qu'il y a une instabilité du modèle dans l'équation d'évolution du moment dipolaire, qui n'avait pas de conséquences au niveau des observations, mais qui est évidemment quelque chose qu'on ne souhaite pas avoir si le modèle doit être plus fondamental. Alors, comment serait-il possible d'avoir une description plus fondamentale, une description microscopique pour ce type de matière noire? Alors, quand on veut un milieu dipolaire, il faut avoir deux types de matière, en fait. On va avoir, le moment dipolaire va être en fait donné par un petit vecteur, c'est celui qu'on avait introduit dans le modèle précédent, mais qui devrait être interprété comme une distance, une séparation entre les deux types de matière, matière plus, matière moins, par exemple les charges plus et les charges moins en électrostatique, donc ça devrait être des masses plus et des masses moins. Et puis la polarisation eh bien, devrait être
alignée avec le champ gravitationnel, c'est ce qu'on appelle une polarisation gravitationnelle. On aurait ces masses de polarisation qui nous donneraient l'effet monde, mais le problème, évidemment, avec ça, c'est qu'on a des particules qui doivent, pour que ça marche, avoir une masse gravitationnelle, qui est l'analogue gravitationnel des charges électriques, qui soit positive ou négative. Et ça, c'est absolument un problème extrêmement grave. On ne peut pas coupler ce type de matière à la relativité générale. Donc, le modèle que nous avions fait précédemment, en fait, il n'avait pas de description microscopique, et en fait, nous n'avions pas obtenu toute l'analogie diélectrique de monde. Il y a certains aspects qu'on ne peut pas obtenir dans le modèle précédent. Mais si on arrivait à faire ça, eh bien, c'est très bon, parce que le coefficient de susceptibilité qui vient de cette analogie, eh bien, se trouve être négatif, simplement du fait que les masses de même signe s'attirent et les masses de signes contraires vont se repousser. C'est le contraire de l'électrostatique. En électromagnétisme, c'est des susceptibilités positives. Et donc, ça augmente l'intensité du champ de gravitation, et donc ça peut mimiquer la présence de matière noire. Et avec cette analogie avec monde, c'est en accord totalement avec monde. Donc on a cette image qui vient de cette analogie avec l'électrostatique. Si on a des masses, des baryons, par exemple une galaxie, eh bien, on a au voisinage de la galaxie des masses de polarisation, qui peuvent être des masses plus et des masses moins, si on accepte cette idée de masse négative. Eh bien, le moment dipolaire et la polarisation va être alignés avec le champ de gravitation, et dans la même direction que le champ de gravitation, et à ce moment-là, ça va correspondre à une augmentation du champ de gravitation, puisqu'il y a plus de masses plus qui sont au voisinage de la masse centrale plus, et donc ça augmente la masse et donc le champ de gravitation. Et c'est exactement l'inverse de ce qui se passe en électrostatique, où le coefficient de susceptibilité est positif. Donc on a bien apparition, enfin disons, on mimique bien la présence de matière noire. En plus, comme les particules, les masses de signes contraires se repoussent, le dipôle, qui est fait d'une masse plus et d'une masse moins, n'est pas stable et on doit invoquer l'existence d'une force interne non gravitationnelle pour compenser la force gravitationnelle, sinon le milieu dipolaire va être instable. Donc on a à ce moment-là cette image, c'est qu'on a une force interne qui va équilibrer à l'équilibre la force gravitationnelle. Les deux types de particules vont se superposer dans le vide et le milieu dipolaire sera neutre. Mais en présence d'un champ extérieur gravitationnel, c'est-à-dire d'une galaxie, l'équilibre va se déplacer, le milieu va se polariser, le dipôle va apparaître, et ce qui va augmenter l'intensité du champ de gravitation. Et puis, si vous perturbez un petit peu ce milieu, eh bien, ce milieu va faire des gentilles oscillations stables, exactement comme un plasma, E plus E moins en électromagnétisme, et puis on peut introduire une fréquence plasma associée qui va dépendre de la densité du milieu. Alors, comment pourrait-on décrire un tel milieu dans une théorie relativiste? Donc là, je vais être encore plus spéculatif, disons, mais je voudrais vous montrer un modèle qu'on a développé récemment avec Laura Bernard à l'Institut d'astrophysique de Paris, qui tente d'avoir une théorie relativiste dans laquelle on ait cette description microscopique pour le dipôle. Et on va voir qu'en fait, si on y arrive, eh bien, on obtient à ce moment-là l'interprétation diélectrique de monde parfaitement, et donc que monde va être retrouvé exactement dans toutes les situations dynamiques, en symétrie non sphérique, pour des collisions de galaxies, et ce qui est une chose très très bonne. Probablement dans les cours suivants de Françoise, Françoise montrera comment dans les collisions de galaxies, eh bien, un monde en fait marche bien aussi, et aussi dans des situations très non symétriques. Donc c'est quelque chose d'important de retrouver monde dans tous les cas de figure. Et ce que nous suggérons avec Laura, c'est de décrire ce milieu de particules avec des masses qui mimiqueraient des masses positives et négatives en utilisant deux métriques. L'une va être suivie par les particules standards, comme les baryons, qui ont une masse positive, disons les particules ordinaires, et puis une autre métrique qui va être suivie par les particules non standards. Alors je vais essayer de vous dire un peu plus tard que
Ces théories bimétriques sont en fait extrêmement à la mode actuellement. Il y a même une théorie monde qui a été proposée par Milgrom, qui est une théorie bimétrique. Donc ce n'est pas quelque chose disons de scandaleux ni de nouveau. Et en plus de ces deux métriques, eh bien, on a vu qu'il faut une force gravitationnelle qui contrebalance la force gravitationnelle entre les composants du dipôle. Et nous proposons de prendre un champ gravitationnel le plus simple possible qui puisse faire ça, c'est ce qu'on appelle un graviphoton. C'est un champ vectoriel, de nouveau, qui est l'analogue en fait, du champ électromagnétique, mais qui, au lieu d'être couplé aux charges, va être couplé aux masses. C'est quelque chose de classique aussi, ce qu'on appelle un graviphoton, mais c'est un champ vectoriel. Donc on va avoir des champs, deux métriques, et un champ interne qui est un champ vectoriel avec un indice. Et il faut définir, pour définir la théorie, il faut définir un principe d'action, c'est-à-dire qu'il va falloir spécifier des termes cinétiques pour tous ces champs, et puis spécifier l'interaction des deux métriques entre elles. Il va falloir introduire une interaction entre ces deux métriques, et puis aussi introduire un terme cinétique pour le champ interne graviphoton. Alors je vais vous donner une formule, une grosse formule compliquée, mais enfin qui n'est peut-être pas si compliquée que ça, je ne sais pas. C'est en fait une formule à laquelle, disons, sur laquelle il est clair que l'on modifie la relativité générale. Là, on va reconnaître, donc, dans cette formule, eh bien, on va avoir un secteur standard qui ressemble beaucoup à la relativité générale. On retrouve ici le scalaire de courbure R pour le champ de gravitation, pour la métrique ordinaire. Et puis, on va avoir des baryons. Et puis, on va avoir des particules, deux types de particules, en fait. Et l'autre type de particule, eh bien, elle vit dans un secteur non standard. Elle est couplée avec une autre métrique. Et puis, ces deux secteurs se parlent entre eux. Il y a des termes d'interaction entre ces deux termes. Notamment, il y a un terme qui est là, qui est une interaction entre les deux métriques. Donc, j'ai mis là la façon dont nous avons défini exactement notre interaction. Mais essentiellement, je vous disais que les théories bimétriques avec deux métriques sont très à la mode en ce moment. En fait, nous avons construit notre terme d'interaction en utilisant une classe de théories qui sont actuellement développées, qui sont des gravités qu'on appelle massives. C'est des extensions de la relativité générale dans lesquelles le graviton eh bien, a une masse. Et récemment, il y a 2 ans, eh bien, il a été montré que ces théories peuvent être définies et que, absolument à tous les ordres de perturbation, c'est une très jolie théorie, il y a eu des années de travail pour arriver à ça, et ces théories peuvent être étendues à des théories bimétriques. Ce sont en fait des théories bimétriques, et le terme d'interaction dans ces théories bimétriques dépend d'une interaction entre les deux métriques qui utilise cette métrique composite. Nous avons un terme d'interaction différent qui est là, mais enfin qui est ce qu'il est, qui a été introduit pour obtenir la phénoménologie qu'on veut à la fin. Et très important, eh bien, comme on a un nouveau terme là d'interaction, on a une nouvelle constante de couplage en face de ce terme. Si on garde notre constante habituelle de couplage comme en relativité générale, c'est-à-dire la constante de Newton et puis la vitesse de la lumière, eh bien, on va avoir une nouvelle constante, donc on introduit un nouveau paramètre, epsilon, et ce qu'on a montré, c'est que quand epsilon tend vers 0, on n'explique pas pourquoi, mais quand epsilon tend vers 0, donc il faut supposer que là, on a une constante très grande d'interaction, ce qui correspond à une masse très très grande, une nouvelle échelle de masse très très grande par rapport à l'échelle de masse associée à la gravitation habituelle. Et bien dans cette limite-là, on obtient un mécanisme de polarisation gravitationnelle et toutes les images que je vous ai données dans les transparents précédents deviennent à ce moment-là valables. Et dans cette limite-là, eh bien, on obtient exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire la formule monde dans la limite non relativiste, donc dans toutes les situations dynamiques, interprétée à l'aide de ce mécanisme de polarisation. Et puis, comme on a une théorie de gravité modifiée, eh bien, il faut évidemment tester cette théorie par rapport à toutes les expériences qu'on connaît dans le système solaire. Donc c'est très important de vérifier ce qu'on appelle la limite post-newtonienne de cette théorie et vérifier que cette théorie est viable dans le système solaire. Donc c'est ce que nous avons fait. En fait, la limite post-newtonienne de cette théorie est la même que la relativité générale, donc elle est viable dans le système solaire. Et puis, last but not least,
cette théorie reproduit cold dark matter en cosmologie avec une constante cosmologique et est donc en accord avec les fluctuations du CMB. Par contre, cette théorie est phénoménologique. Il faudrait l'analyser d'un point de vue de physique théorique. La présence de ces deux métriques, en fait, nous montre qu'il y a une analyse à faire, de vérifier la viabilité de cette théorie, du point de vue du nombre de degrés de liberté du champ gravitationnel. Il y a peut-être l'apparition de ce qu'on appelle des fantômes, qui sont quand les fantômes apparaissent, ça signale la mort pure et simple de la théorie. Et puis aussi, il y a cette théorie est toujours phénoménologique, il y a toujours une fonction arbitraire dans le Lagrangien, ce qui n'est pas très, très joli, mais dont on espère se débarrasser peut-être dans un modèle ultérieur. Finalement, je vais m'arrêter avec un transparent de conclusion pour dire que le modèle standard cosmologique lambda CDM reproduit extrêmement bien toutes les observations en cosmologie et indique clairement, notamment avec le troisième pic de fluctuation du CMB, et aussi avec le fait que la matière noire est absolument indispensable pour former les structures telles qu'on les voit actuellement, indique donc la présence de matière noire sous forme de particules. D'un autre côté, la phénoménologie de monde au niveau des galaxies suggère une modification des lois physiques, et ce qui est remarquable dans un régime de très faible accélération. Les modèles de gravité modifiés qui modifient la relativité générale sans matière noire reproduisent monde, mais typiquement ont des difficultés pour être en accord avec les observations cosmologiques. Et finalement, une analogie entre monde et la physique des milieux diélectriques conduit ou suggère un modèle de matière noire alternatif qui peut aussi inclure une modification de la gravitation elle-même, mais qui est en accord avec les observations actuelles concernant la matière noire aux grandes échelles cosmologiques et à l'échelle des galaxies. Merci beaucoup.